Bonjour tout le monde. Je reçois aujourd'hui à MPCM Pauline Desnuel qui m'apprend juste avant que j'appuie sur le bouton du commencement qu'elle ne connaît pas les significations du MPCM. Comme vous le savez, on va le lui expliquer à la fin de cet entretien. Cela dit, elle nous a préparé, comme les autres invités, 3 livres dont elle va nous parler. Le premier, le voici. La parole contraire de Eri De Luca, en italien. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Alors je suis vraiment fan d'Eri De Luca, le personnage en lui-même. Déjà, je crois que j'ai lu quasiment tous ses livres. C'est un personnage assez atypique qui était très engagé dans la gauche révolutionnaire italienne dans les années 70, qui a eu affaire avec la justice à plusieurs reprises, qui a quitté l'école très tôt. Il est très fier justement d'être autodidacte, il est extrêmement érudit, donc il est maçon et en même temps d'une érudition fabuleuse. Non croyant, mais il lit la Bible en hébreu. Vraiment quelqu'un qui casse tous les codes. Et alors, la parole contraire, contraire. celui-ci, je lis relativement peu d'essais, mais celui-ci, j'ai trouvé extrêmement digeste, en tout cas percutant, parce qu'il est question, en fait, d'une accusation, en fait, une plainte a été portée contre lui parce qu'il a incité au sabotage contre un projet de ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Turin et Lyon. Et juste cette parole a été mise en épingle et il a fait l'objet d'actes d'accusation relativement graves et ça a duré des années. Et là, dans ce livre, il dit très habilement le poids de la parole en général, le poids de la parole de l'écrivain en particulier. Pourquoi ce que dit un barbier ne fait pas l'objet justement de poursuites judiciaires et pourquoi lui, ce qu'il a dit, a donné lieu à un tel procès. Et il le dit extrêmement bien, puis il parle aussi donc, de Salman Rushdie, voilà, de l'impact que peut avoir un livre sur la société ou sur le lecteur, quand il y a une rencontre forte qui se fait entre le lecteur et le livre. Alors, le deuxième, c'est un livre paru en 1929 de Ernst Junger, Le cœur aventureux. Alors, pourquoi Ernst Junger? On va en parler à la fin de cet entretien, je pense, mais ce livre, Le cœur aventureux... Le titre en lui-même, je le trouve très beau, et c'est un ouvrage qui a 2 versions. La première date de 1929 et la seconde de 1938. Donc, tu vois bien que dans l'histoire allemande, c'est une césure assez importante, à 1933, avec l'avènement des nazis au pouvoir. Et c'est un ouvrage que j'aime particulièrement parce que tu peux l'ouvrir, le feuilleter, le refermer. Donc il y a autant des considérations politiques que des descriptions de botanique, de rêves. C'est très éclectique. Il y a beaucoup de... C'est un grand entomologue aussi. Il parle aussi beaucoup de peinture. C'est un grand esthète. Donc je l'ouvre ce livre, je trouve toujours de la nourriture, même 20 ans après, parce que je l'ai lu à l'orée de mes 20 ans, j'y trouve toujours de la nourriture. Alors bien sûr, la version de 1938 est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus intéressante, et c'est en cela que c'est intéressant de reprendre un ouvrage. Et je crois qu'au final, il n'y a que 30 pages en commun entre les deux, mais ça s'appelle quand même Le cœur aventureux. Donc... Ok. Et puis alors, le dernier, c'est une petite découverte, hein. C'est Sabine's Notebook. En fait, c'est un livre surprise, hein. Puisque dès la première page, on doit ouvrir l'enveloppe, etc. Alors, explique, on va voir déjà... C'est un livre facétieux, c'est un livre-objet. Un livre facétieux, voilà. On y trouve une correspondance entre 2 personnes qui ne se sont jamais vues. Et ils ont un lien magique parce que Sabine voit ce que Griffon dessine depuis des années. Et un jour, elle voit un article de lui dans la presse et se dit « Oh, mais c'est lui, c'est toutes ces images que je vois en rêve ou par flash ». Et elle lui écrit, et lui un peu intrigué. Et de là se tisse une correspondance qui est tendre, tantôt amicale, tantôt amoureuse, et on voit tous leurs états d'âme. Et avec toutes ces illustrations, je trouve superbes. C'est Nick Bontoc qui a fait un tabac dans les années 90. D'ailleurs, les livres sont épuisés, on les cherche. Je pense qu'on les trouve dans les bonnes médiathèques, dans les bibliothèques, et puis peut-être dans certaines librairies. Alors, nous avons l'habitude d'ouvrir le dictionnaire du diable et j'ai trouvé une définition pour toi sur bouche. La bouche, pour l'homme, entrée des choses de l'âme, pour la femme, sortie des choses du cœur. Ça te dit quoi comme réflexion, cette définition de la bouche? C'est très genré, là, ce que tu me dis. Mais c'est peut-être le but de la définition un peu caustique. Toutes les définitions sont caustiques.
cette définition-là, moi, elle me parle. Et en même temps, je veux dire, on a tellement de parts de masculin en soi en tant que femme. Et je pense que toi aussi, tu as des parts féminines. Donc, effectivement, c'est tant la bouche, elle peut être source d'esprit, mais faire parler son cœur, c'est plus difficile. Et les femmes, on est assez fortes pour ça. Alors, je fais une petite incartade. Je vais présenter ici le numéro du 1 et 2 que je conseille à tout le monde, avec les événements de Gaza, dans les ruines de Gaza. Et puis, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ces événements, comment trouver dans ces temps horribles le mot juste qui permet de ne pas dériver et de ne pas déraper et de ne pas augmenter la souffrance du monde. En tous les cas, moi, pour ne pas augmenter la souffrance du monde, je vous propose la lecture de ce numéro du 1 hebdo. Un mot juste, je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai que les images sont montées en épingle. Moi, je suis très touchée, enfin, je suis allée à Jérusalem, j'ai visité, j'ai vu, donc ces lieux, ça me parle vraiment. Et je sais que depuis un moment, je suis aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza et je connais la misère dans laquelle vivent ces gens. Et la parole, justement, elle n'est pas partisane, je crois, dans cette situation-là. Et je crois que des deux côtés, il y a quand même tellement de gens de bonne volonté, mais on ne les entend pas. C'est ça qui est triste. La parole de la guerre, en fait, est tellement présente actuellement. Puis là, d'ailleurs, on parle beaucoup moins de l'Ukraine, tu as vu? Ouais, alors, il y a un livre que je n'ai pas ici parce que j'ai commis cet impair de l'avoir oublié à la maison. C'est celui pour lequel tu viens. C'est Une Ascension. Ah, oui. Alors, nous présenter brièvement, donc c'est édité chez Slatkin. Ouais. Et puis, c'est un livre Ah, magnifique, voilà. Magnifique. Alors, je l'ai naturellement lu. Ça, c'est le livre qui va donner lieu, d'ailleurs, je profite de ce moment d'introduction pour dire que le 25 novembre, Pauline Denuel sera à Montreux, à la librairie Payot, avec Julien Sansonance, qui vient de sortir ce livre Agnus Dei, dans un tout autre registre, qui est donc, lui, il se situe dans la broie fribourgeoise des événements où, on va dire, il traverse les secrets indignes de l'âme humaine avec une plume bien à lui. Donc voilà le livre. Et vous pouvez rencontrer ces deux auteurs donc le 25 novembre à la librairie Payot. Les horaires c'est 10h, même c'est 11h midi et demi. Voilà. Alors, Une Ascension, un petit pitch de l'ascension pour les lecteurs. Alors, partons déjà du personnage de Marguerite Bouvier qui réapparaît sur Terre à l'état de fantôme, femme hors du commun pour son époque, en tout cas. Elle est née en 1908, elle a vécu 100 ans, donc elle est décédée en 2008. Et cette femme, donc au siècle dernier, était passionnée d'alpinisme. Elle a descendu le Mont Blanc à ski, donc avec des skis en bois, sans fibre de carbone, sans petite doudoune Patagonia. Donc elle faisait tout un tas aussi d'autres sports, du patinage artistique. Elle était journaliste, elle a fait l'école du Louvre, elle a été assez proche de Giannatta, elle a rencontré Malraux. Alors justement, j'ai noté ici Léonard Giannatta, puisque hélas pour lui, il fait l'actualité avec son accident subi, mais Une Ascension, et précisément c'est un livre que l'on trouve à la Fondation Giannatta. Peut-être expliquer juste pourquoi, parce qu'il y a un petit lien, voilà, puisqu'on parle de Marguerite, qui est un des personnages centraux du roman, qui est le seul personnage réel au final. Et elle a côtoyé de près Léonard Giannatta quand la fondation en était à ses débuts, donc au frémissement. Et elle écrivait des articles, vu qu'elle était très férue d'art, elle écrivait des articles sur les expositions, pour différents journaux suisses, parfois français aussi, et ils étaient relativement amis. Ils étaient carrément amis. Donc moi, j'ai envoyé le livre à Léonard Giannatta pour qu'il en prenne connaissance, puisqu'il y a un petit chapitre qui porte sur lui, puis j'ai pris quelques libertés. Et ouf, il a validé. Ouais. Il m'en a commandé 10 du coup. Ouais. Donc j'étais ravie. Mais donc l'art était une partie importante de la vie de Marguerite Bouvier, qui était également sportive et alpiniste. Et dans mon roman, à côté de Marguerite Bouvier, circulent trois autres femmes, donc des voix de femmes assez différentes. Aurore, la quarantaine, qui vient de perdre son mari dans une avalanche, donc qui traverse un deuil blanc, puisque le corps est introuvable, et sa fille Laurie, qui est au seuil de l'adolescence.
Et enfin, Eva, une bibliothécaire un peu fouineuse qui est fascinée par le personnage d'Aurore. Donc Aurore est journaliste, elle est éplorée au début du roman, elle se cherche, elle se demande ce qu'elle faisait dans ce couple, elle se demande que faire avec ce mari disparu, que faire avec sa fille. Et je crois que c'est un roman assez intimiste sur sa place dans le monde, quoi. Donc il y a un aspect historique, hein. Je pense qu'il y a eu des recherches du côté de Marguerite Bouvier, etc. On dit souvent qu'on n'écrit que sur soi. Est-ce que là, il n'y a pas la traversée d'un deuil conjugal sous une métaphore neigeuse? Mon Dieu, mais vous allez vite en besogne. Bien sûr, moi, j'écris avec mes entrailles. Je parle d'abord de ce que je connais, des ressentis que je connais, des paysages que je connais. Donc, il y a une transfiguration pour moi d'un vécu, et je pense que je trouve mieux les mots pour des choses que je connais. Alors, bien sûr, mais on ne peut que écrire sur soi, finalement. Oui, ce matin, j'écoutais justement à la radio Boomerang avec Augustin Traquenard. C'est un podcast. Traquenard. Pas Traquenard. Et il interviewait un auteur sénégalais qui a eu le prix Goncourt, et on disait qu'en fait, lui disait, c'est très beau, il disait j'écris pour chercher l'homme en moi. Et en fait, c'est une façon de se chercher. Pour moi, l'écriture aussi, c'est... Oui, parce que je sais également que tu es une grande baladeuse en montagne, et il y a aussi des connotations avec les démarches que fait Marguerite Bouvier dans le livre. Oui. On te voit sur les skis comme on voit l'héroïne historique, on va dire, du livre. Oui. Marguerite, c'est moi. Voilà. Pas tout à fait, c'était quand même une dure à cuire. Je pense que je suis beaucoup plus tendre et beaucoup plus douce qu'elle. Mais on ne vit pas à la même époque. Je pense que j'ai une vie de femme indépendante et qu'elle n'avait pas du tout la même vie de femme indépendante en 1930. Et en cela, oui, moi, ces ascensions, elles me parlent parce qu'elles me renvoient à moi-même. La montagne, c'est quelque chose qui me guérit, qui me sauve, qui me sort de l'agitation et du tumulte du quotidien. Je trouve que c'est un endroit où on se rencontre vraiment. Et alors certainement, Aurore qui se relève, ça fait aussi écho à des adversités que j'ai rencontrées. Alors comment une fille de Perpignan, hein, je crois que tu es du sud de la France, j'ai parcouru un tout petit peu les sites, et comment elle en est venue à aimer le Valais? Ouais, c'est étrange. Hein, ouais. Bon, de la mer à la montagne. De la mer à la montagne. Et Dieu sait que j'aime beaucoup la mer, mais la montagne m'appelle beaucoup plus. Et je crois que ça fait 5-6 ans, justement après une période tourmentée pour moi. Et je crois que la montagne m'a appelée, elle m'a attirée à elle. Pas au sens christique du terme, mais vraiment j'ai trouvé une source de mieux-être, de repos, une façon aussi de repousser ses limites physiques, mais aussi de s'apaiser mentalement. Est-ce que dans tes balades, tu penses à ton écriture? Est-ce que c'est une source de réflexion sur la manière d'organiser, par exemple, les chapitres de ton livre dans Une Ascension? Et écoute, de plus en plus. En tout cas, je pense à des sentiers, j'ai des images, je me dis ça, c'est vraiment un paysage que j'aimerais transcrire de plus en plus. Et je tiens beaucoup à décrire des lieux que je connais. Dans mon prochain roman aussi, qui paraîtra chez Slatkin, je décris également des randonnées que je connais. Parce que j'aime cette part de véracité dans le roman. Et moi, c'est ce que j'aime aussi quand je lis. J'aime que ça vienne vraiment du cœur de l'auteur et aussi que ça fasse écho à des lieux réels. Même si on a tout à fait le droit, on a le droit de mentir. Hein, mais, bien sûr, et d'un autre côté, le rapport à l'homme qui est dans Une Ascension, c'est aussi un ressenti de l'écrivain. C'est pas simplement une fiction. Oui. donc l'homme en prend pour son grade, hein, je veux bien dire. Alors en partie. L'homme est assez absent, c'est une image assez pâle en fait. Elle est confrontée finalement à l'absence d'homme autour d'elle. Aurore se rend compte que son mariage était vraiment complètement bancal. Et bien sûr, c'est des choses que je connais. Et je crois que ça m'a fait aussi du bien de trouver des mots pour ça. Je crois qu'il y a quelque chose de thérapeutique, disons-le, dans l'écriture, hein, ne nous en cachons pas. Après, je n'aurais pas aimé raconter ma vie, faire une autofiction. Là, c'était intéressant de trouver un personnage qui puisse habiter certains de mes états d'âme. Donc oui, dans mon prochain roman, il y a un peu plus d'hommes. Parce que je trouvais quand même qu'ils étaient un peu effacés et puis un peu fadasse. Et puis alors ici on est en Valais, on est dans un canton qui se prétend bilingue alors que les bilingues sont du côté du Haut-Valais. Et puis là, j'ai en fait une vraie bilingue en face de moi. Et la première remarque, je dis comment
tu es venu vers l'allemand. Après, on va parler comment tu l'utilises, mais comment tu es venu vers l'allemand que tu maîtrises parfaitement? Alors, c'est le Hochdeutsch et pas le suisse allemand. Donc, quand j'arrive à Zurich, tout le monde sait que j'ai pas appris l'allemand en Suisse. C'est ça le connaît, voilà. Alors, écoute, c'est la force des enseignants. Je sais que... Donc, on parle d'une enseignante en bas à Perpignan? C'était où était-ce? Je crois que c'était à Carcassonne, non, à Albi. En tout cas, dans le sud de la France, que j'ai pas mal déménagé. Donc, et j'avais un professeur qui s'appelait Herr Kröte, et qui était un grand barbu, très charpenté, et je le trouvais extrêmement intelligent. Et cette intelligence sur le monde, dans son rapport avec les... Ça t'a fait aimer la langue également? Eh bien, déjà, j'étais assez scolaire, j'étais bonne élève, donc j'aimais bien apprendre mes listes de vocabulaire. Et je suis entrée dans cet univers. Et il se trouve en plus qu'à l'époque, on mettait les bons élèves en classe d'allemand. C'était un truc... Donc moi, j'ai suivi le mouvement et c'est devenu de plus en plus fort. Mais c'est vraiment parti de lui. J'ai dû l'avoir 2 ans J'ai dû démarrer l'allemand avec ce Herr Kröte et ça ne m'a plus lâché. Alors que voilà, à Perpignan, dans ma famille, on apprend plutôt l'espagnol, le catalan. Et moi j'ai appris l'espagnol très tard finalement et ça ne m'a plus quitté au point de vouloir faire des études à Berlin, de m'imprégner un peu plus de cette germanitude qui me paraissait assez lointaine. Tes rêves aujourd'hui sont en français, en allemand, mixte ou bien... Non, c'est beaucoup plus en français effectivement parce que je pratique plus l'allemand dans le quotidien. Je travaille dans une organisation internationale donc l'allemand n'est guère utilisé. Tu ne pratiques plus l'oral, mais l'écrit, oui. L'écrit, je le lis et puis je traduis pour le musée d'art et d'histoire de Fribourg. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce qu'ils ont des textes assez exigeants, puis c'est des casse-têtes, j'adore, pour traduire ça. Et j'avoue que c'est vraiment une langue avec laquelle j'ai une familiarité, il y a un sentiment profond, je ne l'explique pas, et que je n'ai pas avec l'anglais ou l'espagnol qui sont aussi mes langues de travail. Il y a une affinité, il y a une structure. C'est quelque chose de rassurant aussi, je trouve, l'allemand. Tu sais, c'est tellement logique. Une fois que tu as appris la structure, tu ne peux plus être surpris. Et il y avait un auteur autrichien, justement, qui s'amusait avec cela. Et qui, tu sais on passe le verbe à la fin de toute phrase. Et qui faisait très longues phrases. Et à la fin, tu mettais le petit verbe que tu n'attendais pas du tout et qui rendait la chose si risible. Ça, c'est aussi une facétie qui n'est pas possible dans d'autres langues. Donc voilà, moi dès que je peux parler allemand, je suis contente, j'y vais. Ouais. Donc ici on a une écrivaine française en Valais qui adore l'allemand, ce qui n'est pas le cas de tous les petits romans qui sont en classe. Non, clairement pas. Et comment tu expliques cette, finalement cette réticence assez profonde finalement de pas mal d'élèves de vraiment maîtriser la langue allemande, même ici, et surtout ici, j'ai envie de dire dans un enfant bilingue. Je pensais qu'en France, c'était vraiment lié à l'histoire, en fait. C'est la vision qu'on avait de l'Allemagne, de l'entre-deux-guerres, enfin, de la guerre, excuse-moi. Et je trouve ça vraiment tragique, parce qu'il y a vraiment eu un travail de mémoire qui a été fait, en tout cas en Allemagne. Et je vois, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une image erronée, en fait, qu'on voit un Herr Caporal dès qu'on entend parler allemand, alors que cette langue peut être... Elle est un peu streng, elle est un peu stricte, mais elle a du caractère et elle est très noble. Donc c'est vrai que les profs d'allemand, en fait, mes filles me le confirment, ils me disent, sont abhorrés. Ils me disent, on n'aime pas l'allemand, personne n'aime l'allemand. Alors, ma dernière fille a eu un prof absolument fantastique en allemand, mais c'est pas ça qui lui a fait aimer la langue, alors qu'elle a adoré le professeur, elle allait à ses cours. Non, c'est vraiment la manière de donner, la personnalité qui lui a fait dire, je vais quand même acquérir... Des notions de base que peut-être il n'aurait pas eu avec quelqu'un d'autre. Et il a donné une sorte d'envie de connaître plus d'envie de la langue. Enfin, c'est comme ça que je retiens ce qu'elle me dit. Alors, je ne sais pas, je pense. Mais en fait, le professeur, on va dire, parce que toi, tu as fait référence à quelqu'un de précis, on a des passeurs. C'est merveilleux. J'aime bien le mot de Joël Ceruti qui dit des passionneurs, des gens qui médiatisent leur passion finalement. Pour toi, ça a été important. Ça a été important. Et après, il y a eu la rencontre de livres. C'est ça en fait qui a fait que j'ai eu envie de en allemand. La littérature allemande. Et voilà, Heinz-Rüger en fait partie. En fait, il y a des auteurs qui se sont trouvés sur ma route et qui étaient de langue allemande. Je lis moins d'auteurs actuels, mais il y a une période où je lis beaucoup plus. Oui, et puis j'étais très fière en fait de découvrir aussi l'histoire allemande que je trouve tellement révélatrice aussi
des tourments de l'Europe, en tout cas pour les années 40. Il y a, quand on parcourt ce qu'il y a de Pauline Desnuel sur Internet, il y a deux choses qui m'intéressent. Le premier, c'est l'aspect droit de l'homme. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, alors je suis beaucoup... Pourquoi? Alors je suis beaucoup moins active dans le Open Club, donc, que tu connais peut-être. Non, je ne connais pas, j'ai vu... Oui, j'étais membre du comité, mais ça prenait beaucoup de temps, quoi, en fait. Mais j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui s'y impliquent. Donc l'Open Club, c'est une association internationale qui, depuis une centaine d'années, défend la liberté d'expression et surtout soutient les écrivains et journalistes et traducteurs emprisonnés, en tout cas malmenés à travers le monde. Donc ça peut passer par des cartes postales envoyées en prison ou par des campagnes de sensibilisation pour les faire sortir. Oui, j'ai vu que c'est attaché chez toi dans certains textes et aussi dans les explications données par rapport à ton parcours, l'attachement qu'il y a entre les droits de l'homme et la liberté d'expression. D'ailleurs, je rappelle à certains qui m'écoutent et qui ne connaissent pas ça que les articles de la liberté d'expression, c'est direct dans la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense qu'on en parlera prochainement, on va aller dans un autre contexte. C'est vraiment une disposition qui est d'application directe. C'est important. Très important. Oui. Ben, en tout cas, les droits de l'homme, c'est tellement fondamental, ils sont tellement bafoués. Et j'avoue, voilà, j'ai une sensibilité une empathie naturelle qui m'a amené justement à écrire sur les migrants. C'est un livre d'ailleurs que je dois te remettre. Je suis touchée en fait par ces inégalités de traitement. Et je trouve que chacun peut apporter sa pièce à l'édifice pour que ce soit un peu moins inégal. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour les gens qui débarquent en Europe, là je parlais de migrants qui ne sont pas des migrants, c'est des gens qui sont intégrés à Genève, mais qui ont beau avoir des diplômes, ne parviennent pas à avoir une vie tout à fait normale. Parce qu'ils arrivent, il y a la quête du titre de travail, malgré tous les efforts qu'ils font, c'est quand même le parcours du combattant. Alors, ça finit souvent bien, mais je trouve que c'est des gens parfois qui ont fait des études plus intéressantes que ce qui correspond à leur travail actuel. Donc c'est des parcours difficiles, et là ça me touche. Moi aussi je suis migrante finalement, tu vois, je viens de Perpignan, mais j'ai eu d'autres facilités d'accès. Et alors, tu es assez active sur les réseaux sociaux, tu as tenu un blog, je ne sais pas si tu le tiens toujours de manière assez régulière. Peut-être juste un mot sur le choix du titre du blog, c'est l'entaille des jours. Oui. Comment le mot entaille est venu à ton esprit avant de pondre, on va dire, le premier article? Je pensais à encoche à l'origine, puis entaille, je trouvais que c'était plus dans la chair. Et c'est les jours qui passent, et c'est un blog qui est assez intimiste et que je vais reprendre, mais je dois lui trouver un nouveau souffle, un nouvel élan. C'est toujours délicat de parler de soi en transfigurant. C'est quand même très. Je ne sais pas si tu as lu le passage. Moi, j'en ai lu toute une série de passages. Il y a des lettres adressées à Théous. Et puis. Voilà. Et finalement, ça ressemble un petit peu à Sabine et Griffon. Nick Bontoc m'a un peu inspiré parce qu'ils se visitent. Je ne sais pas si tu as compris, il y a un lien magique. Tout à fait. En se transformant en une boucle d'oreille, en une coccinelle. Et ils se rendent visite sans se voir vraiment. Et c'est une relation d'amour, de désamour, avec des moments de rejet, des moments de flottement. Et le mot entaille, oui, effectivement, c'était entailler un peu la chair et puis les jours qui passent. Les jours qui passent, où on a des états d'âme fluctuants, en tout cas, pour moi, souvent. Et je trouve que j'essaie de transmettre un peu de cette poésie du quotidien avec tout ce que ça a de lumineux et de sombre. Alors là, j'invite tout le monde à aller sur le blog qui est public, etc. Moi, j'ai retenu une phrase, hein. Il y en a plein, mais pourquoi celle-là, voilà. De toute façon, on retient ce qu'on est un peu, donc... alors dis-moi qui tu es. Je suis en colère à être résolument doux, on oublie de se défendre. Donc ça, c'est pas de moi, mais je le fais mien, vraiment, tranquillement, et presque avec le sourire. Mais chez toi, ça connote quoi, C'est une préoccupation omniprésente, je crois, chez moi. Je cherche en fait un balancier entre la douceur et la force, être une main de fer dans un gant de velours. Et je sais qu'il y a des fois où j'ai été extrêmement douce, où je n'ai pas été entendue. Et être complètement ferme et être dans la rage, c'est ridicule, on n'est pas entendu non plus. Donc ce que je cherche, moi, c'est ce balancier. Et puis trouver un équilibre entre les deux. Et je suis persuadée que la douceur peut vaincre, en tout cas peut renverser des remparts.
mais ça demande beaucoup de justesse et de fermeté. Et c'est quelque chose, je crois, qui traverse mon œuvre, et en tout cas que je cherche dans ma vie. Je cherche toujours cette justesse entre douceur et violence. Et longtemps j'ai cru, il y a des fois voilà, qu'à être trop doux, on n'est pas entendu, mais c'est pas vrai. Il y a une façon d'être doux. Si tu es vraiment convaincu de ce que tu dis, de ce que tu avances, la douceur est entendue. Alors on va pas aller jusqu'au... Je ramène ça également au principe de la gentillesse. En étant trop gentil, on s'attire des comportements honteux. Est-ce que la gentillesse, ça peut être un défaut? Ah, complètement. Surtout la gentillesse, pour moi, c'est pas la même chose que la douceur. Que la bonté. La gentillesse, c'est quelque chose qui est déjà un peu policé, un peu courtois, et qui attend de la gentillesse en retour. Donc c'est déjà un peu trop de l'ordre sociétal. Respectons les conventions. Et alors, être gentil pour faire plaisir, c'est pas bon non plus, je sais bien. Voilà. Alors, être gentil, certains disent que c'est la peur de ne pas être aimé, et que c'est donc une façon de faire en sorte d'attirer l'autre. Maintenant, ça peut être aussi une qualité. C'est agréable en fait, de discuter avec des gens gentils. Non, tu trouves pas? Oui. Tu peux pas être trop gentil, tu le sais toi-même en tant qu'avocat. Tu peux pas être trop gentil. Ça mériterait une discussion que là-dessus pendant 1 heure, donc je vais jouer un immense joker sur ce coup-là. D'accord, merci. Donc j'ai été sur le site de Pauline Desnuel, et puis j'ai vu des tags, il y a certains tags, et puis j'ai cliqué sur certains, mais j'ai cliqué sur Hans Junger, c'est l'auteur que tu as présenté. Puis alors une caractéristique, c'est que quand j'ai cliqué sur Hans Junger, c'est venu page sans référence, donc il n'y a plus de Hans Junger. Alors on pourrait imaginer, non, moi j'ai plutôt imaginé le fait qu'il y a des textes qui reprenaient, qui ont été annulés, et que voilà. Oui. Parce que en réalité, Ernst Junger, c'est aussi quelqu'un qui a attiré à un certain moment la foudre, de par ce qu'on pensait être chez lui un comportement trop proche de certains pouvoirs en Allemagne, ce qui n'était pas le cas. Hein. Non, alors c'est un nationaliste qui n'a jamais, copiné avec le mouvement national-socialiste. Voilà. Il a refusé tous les honneurs qu'Hitler, toutes les courbettes qu'Hitler a pu lui faire, parce que effectivement, le pouvoir national-socialiste s'est très intéressé par un homme qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui avait eu l'ordre pour le mérite. C'était un guerrier, c'était vraiment un militaire hors pair. Et ce qu'a fait Junger, c'est qu'il a choisi l'immigration intérieure. Il s'est retiré à la campagne. Il a fait le contraire de Thomas Mann. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, ça a été reproché. Voilà, chacun a trouvé sa voie. Lui, c'est la sienne. Et il s'est retiré donc, dans ses jardins. Alors après, bon, bien sûr, il a occupé aussi Paris en 1940. Hein, je veux dire, il ne s'est pas non plus retiré complètement de l'armée. Hein. Mais pour moi, c'était quand même un être éclairé. Et en France, je ne sais pas si tu sais, il a préservé tout un tas de documents anciens, de manuscrits de Napoléon. C'était quand même un amoureux aussi de la langue française et de la culture française. Et je crois qu'il était profondément affligé par ces combats. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale, je sais qu'il a très mal vécu. Mais bon, ça, on ne le trouve pas. Et en tout cas, il est nationaliste, ça c'est clair. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était pas autre chose d'être nationaliste que maintenant? Oui, effectivement. Et puis alors, il y a un passage dans ce que j'ai lu. Donc tu, comme interprète, traductrice, tu as également traduit des textes juridiques. J'ai vu ça. Et puis alors, j'ai vu cette phrase, je me suis esclaffé. C'est-à-dire, je me suis esclaffé, puis je me suis dit que j'allais te faire un petit don aujourd'hui, que je montre, que certains palais judiciaires connaissent la vérité sur l'affaire Alain Cotagnou, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui dit que l'école de la rigueur, ça lui a été apporté par le juridique. Alors c'est à ce moment-là que j'éclate de rire, et que j'espère que, contrairement à d'autres personnes, tu liras attentivement ce livre, dont je suis assez fier, qui n'a naturellement rien à voir avec une ascension. C'est la vérité sur l'affaire Alain Cotagnou, tu le reprendras en partie. Mais, donc, école de la rigueur, le droit. Mais où as-tu trouvé ça? Ah, j'ai vu ça sur ton... Mince, alors, oui. Ça m'a échappé. Mais je pense que c'était lié aussi à l'écriture. À l'écriture. Tout à fait. La traduction de textes juridiques exige une grande rigueur.
Moi, je traduis beaucoup de règlements des différends de l'OMC, donc des rapports de 150 pages. Donc, en fait, tu trouves dans la traduction textuelle d'éléments de droit une nécessité d'être très... Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, dans mon travail, c'est ce qui est... les gens qui font du règlement différent sont obligés d'être très très rigoureux. Alors les juristes ne sont pas toujours super rigoureux. Donc du coup, les traducteurs qui sont les meilleurs lecteurs remontent et vont embêter les juristes, leur dire bah là vraiment c'était pas forcément le bon mot. Mais on va jusqu'à la virgule. Il y a des choses, une virgule, tu sais, peut changer complètement le sens. Et puis il faut qu'il y ait quand même une cohérence. Un terme doit être utilisé de la même manière. Enfin, on doit toujours utiliser le même terme dans tout un texte, sinon il y a confusion, les sigles. Et ce qui n'est pas le cas quand tu traduis un discours fleuri, là tu peux te laisser aller. Tu comprends? Mais si je te dis que depuis quelque temps, le vocabulaire est dans une phase de non-sens et que Orwell avait raison avant tout le monde, et quand on entend le discours, on va dire le blabla, le discours langue de bois, puis le discours de détournement de la valeur des mots, ça te parle ou bien pas? Parce que ça, ces exemples-là, c'est en contradiction, en opposition en tous les cas, avec ce que le juriste essaye de dégager des mots, c'est-à-dire cette rigueur procédurale, formelle et matérielle. Bon, alors il y a d'une part, je trouve, un appauvrissement qui est probablement général, en tout cas en termes de vocabulaire. Et puis, dans les organisations internationales, c'est un anglais qui s'appauvrit, parce que c'est pas un anglais de gens qui sont de langue maternelle anglaise. Donc on va vers une simplification, mais on le sait très bien, dans toutes les langues, en fait, notre vocabulaire quand même se réduit quand même beaucoup. Je ne vais pas dire comme une peau de chagrin, mais il se réduit beaucoup. Et d'autre part, peut-être fais-tu référence à ça, je vois beaucoup de circonvolutions, c'est-à-dire de paragraphes rajoutés pour essayer de noyer le poisson et de faire son argumentaire. Ça, je le vois effectivement, c'est visible quand tu traduis ça. Tu vois que c'est du vide et puis que ça tient avec quelques concepts. Oui, moi, ma position est encore plus extrême que ça. Ouais. C'est que je dis que le noir peut devenir blanc et le noir, etc. Ouais. Et comment on appelle l'énigme de ce truc qui joue à la fin, c'est, parce que je l'ai mis comme un roman policier ce truc, c'est qu'on voit cette pratique au plus haut niveau du droit en Suisse, où on peut avoir une chambre avec des juges fédéraux qui, sur un cas, prend cette option, et des collègues, sur la même situation, prend une autre, avec des conséquences... Et dans les deux cas, avec un argumentaire qui tient la route, c'est ça qui est fou. Alors, si on est précis dans l'utilisation des mots, ça ne devrait pas tenir la route. C'est-à-dire qu'on apprend dans les écoles de droit à dire, voilà, on suit, il y a des chemins, si on prend A, on va là, si on prend B, etc. C'est vraiment, c'est toute la jurisprudence, toute la doctrine, elle fonctionne comme ça. Et donc, on peut arriver à des moments où il y a des sauts qui sont liés à des appréciations arbitraires dans le sens ou capricieuses, comme on veut, qui fait que c'est, Marx il disait, le droit c'est la Kalachnikov des dominants, quand même. Donc ça veut dire que la même norme peut être utilisée pour aller dans la direction A ou pour aller dans la direction B, ce qui, à mon avis, n'a jamais été la volonté du législateur. Donc il y a toujours un homme derrière qui fait usage d'une langue pour arriver dans une direction qui est peut-être préchoisie et qui ne découle pas d'une argumentation. Et si on suit certains chemins, eh bien on peut atteindre ce moment d'incohérence totale où le plafond noir il devient plafond blanc. D'extrême, oui. D'extrême. Voilà, c'est ça. Donc, mais je me réjouis de dire ça. Donc, oui, mais ça demande un tout petit peu de concentration, mais quelqu'un qui est habitué à l'utilisation des textes de loi, il n'y aura pas de problème. Mais c'est justement là, lorsqu'on dit école de la rigueur, le droit école de la rigueur, moi j'ai envie de dire que c'est une école de la rhétorique arbitraire où on peut défendre simultanément, sans la moindre difficulté, que le plafond est noir ou que le plafond est blanc, et contre la matérialité des faits. Bon, non, c'est bien choisi, la rhétorique. C'est qu'en fait, la langue peut être utilisée à des fins tout à fait, qu'elles soient arbitraires, démagogiques ou autres.
Et en fait, finalement, c'est l'éthique de l'homme qui prime. Maintenant, j'aimerais parler un peu du temps de rédaction et des modes de rédaction. Est-ce que tu as besoin d'être seul pour écrire? Est-ce que tu prépares un plan? Comment tu conçois l'exercice d'écriture? Alors, je n'ai pas de plan. Pas de plan. C'est très déstructuré, j'ai besoin vraiment de laisser venir les personnages à moi. Donc, bien entendu, à la fin, j'ai un gros travail de restructuration, donc c'est assez colossal, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais j'ai vraiment besoin de me laisser emmener par le texte et d'avoir une vague idée de l'endroit où je veux aller, mais pas savoir complètement. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui font des plans. Donc là, j'essaye quand même de me polisser un petit peu et de voir si je peux pas essayer de le faire. En ayant rencontré ces temps-ci assez nombreuses, j'ai envie de dire que c'est moitié-moitié. J'ai envie de dire qu'une partie structure beaucoup, puis une autre partie travaille. Je crois que je m'ennuierais, savoir exactement ce que je vais mettre dans quel chapitre. J'ai besoin de partir ailleurs, d'aller à un endroit que je ne connais pas encore, un nouveau lieu, un nouvel espace. Ouais, donc c'est vraiment comme ça que je procède. Et pour ce qui est du temps, oui, j'ai besoin d'être seule. Donc je fais ça le soir, soit le soir, soit... De manière régulière ou bien par jet? C'est par jet en fait. Parfois j'ai beaucoup de temps devant moi, j'ai un week-end complet seul, sans mes enfants, et puis j'ai pas du tout l'envie. Et c'est le moment, je sais pas, d'aller marcher en montagne, de voir des amis, de faire d'autres choses. Et j'avoue que mon petit repère à Anzère en Valais m'aide beaucoup pour ça. Parce que c'est un endroit où je peux me retirer de l'agitation du monde. Et ma foi, des gens viennent me voir, mais beaucoup moins, je suis beaucoup moins sollicitée. Et le temps de correction, c'est un temps que tu apprécies comme certains, ou bien c'est une tâche rébarbative? Oh, moi j'aime bien, effectivement, chercher les cohérents. Alors les ultimes corrections, les jeux d'épreuve, je trouve que c'est assez éprouvant, parce qu'on connaît effectivement son texte par cœur, et puis il faut vraiment ouvrir les yeux. Et il y a des choses qu'on ne voit plus, hein. Il y a 2-3 trucs qui m'ont échappé aussi dans le dernier. Là, lors du dernier jeu d'épreuve, je me suis aperçue que j'avais parlé de Zeppelin, par exemple, en 1940. Il n'y a plus de Zeppelin en 1940. Heureusement, j'ai eu une intuition, j'ai eu une fulgurance. Je suis allée voir Wikipédia, et non, il n'y a plus de Zeppelin en 1940. Donc, je crois que j'ai parlé de Bombardier, d'autres choses, tu vois. Et, oui, parce qu'en lisant Une Ascension, c'est un point qu'on n'aurait pas abordé, on découvre également les tendances musicales de Pauline Denuel. Oui. Alors, je ne sais pas, on peut en proposer un, lequel qui te vient à l'esprit. Il y en a toute une série. Hein. Oui, bah, j'aime bien Ibrahim Malouf. Voilà. Ouais, voilà. Il y a du Nick Cave, j'écoute beaucoup moins Nick Cave, mais c'est quelque chose, c'est un chanteur qui m'a beaucoup accompagné dans... Je ne connaissais pas, alors j'ai découvert Nick Cave avec... je vous conseille, enfin, c'est le genre de musique que j'adore. Ouais. C'était vraiment... Et puis, maintenant, je vous conseille un livre ici, c'est Histoire d'un ogre. C'est de Éric Orsena, qui est académicien, il est chez Gallimard. C'est la description de l'ogre Bolloré, sans le dire, qui accapare les médias français. Et il explique pourquoi on devient ogre, comment on le devient et qui l'accompagne dans ses aventures indigestes, mais écrit avec une plume foisonnante, une jouissive, vraiment fantastique. C'est quelque chose que je recommande vraiment sans restriction. La liberté de la presse et puis le fait que ce soit des milliardaires qui la contrôlent en France. Quand je pose cet élément à une Française du Sud, de Perpignan, qui est à l'extérieur de Paris et qui voit Paris un peu dominer l'ensemble des cantons français, comment on s'est ressenti alors qu'en Suisse on a un système qui est, on va dire, anti-jacobin au possible. Oui, non, c'est vrai que c'est dramatique en fait quand on voit ça. Bon, après, je trouve qu'il y a de la presse locale qui fait des très bonnes choses, hein. Mais c'est vrai qu'on est tous les grands groupes en fait ont mis la main sur les... C'est dramatique, mais moi je continue quand même à lire Le Monde de temps en temps pour pas rester trop suicisé, trop imprégné. C'est un autre regard en tout cas, mais c'est dramatique, c'est triste en fait. Le temps de lecture des événements d'aujourd'hui, est-ce que ça guide l'écriture chez toi?
Par exemple, vous représentez ce livre, ici à Agnus Dei, lui s'inscrit vraiment dans le temps passé, pas dans le temps moderne, tandis que toi tu fais un peu les deux choses dans ton livre. On voit qu'on est ancré dans le monde d'aujourd'hui, d'un autre côté, le passé te tient la grappe à travers Marguerite. Oui, ben, je tiens quand même à mettre des éléments d'actualité, je parle d'une série qui m'a marquée. J'aime bien, en tout cas dans mon blog L'Entaille des jours aussi, je parle d'une journaliste russe qui s'est immolée par le feu. C'est des éléments d'actualité qui nous impactent en fait. Et en tout cas, même si je ne lis pas la presse tous les jours, en tout cas je me tiens relativement informée, c'est des choses qui imprègnent mon univers et les choses qui m'alarment, je crois qu'elles transparaissent. Plus facilement peut-être dans le blog, où c'est plus facile, tu sais, c'est des petits récits et puis c'est plutôt un ressenti général sur mes états d'âme et l'état du monde. Il y a un média qui disait dans un sondage qui est à peu près 70%, on dit 70% chez vous, 70% de la population qui aimerait écrire. Et quelqu'un d'autre disait oui, chaque histoire humaine pourrait donner lieu à... Mais ensuite, il y a la nécessité d'avoir le bon messager ou d'avoir une bonne façon de promouvoir cette parole, donc un style. C'est quoi l'importance de l'acquisition d'un style? Parce qu'on sent chez toi quand même une volonté d'une prose poétique, on va dire, en tout cas sur la majeure partie des chapitres. Comment tu vois ça? Moi je pense qu'en tout cas pour écrire il faut avoir beaucoup lu et c'est vrai que moi je me suis vraiment imprégnée, je crois que aussi le vocabulaire s'enrichit et puis je trouve que ça nous rend plus à même de trouver notre propre style. Par ailleurs je trouve que c'est un travail de longue haleine et si je me retourne en arrière, je regarde mon premier récit au-delà de 125 palmiers, je trouve beaucoup moins abouti. Donc il n'y a pas de mystère, il faut mettre les mains dans le cambouis à un moment. Et je pense que quelqu'un même qui n'a pas l'amour de la poésie... Tu sens en toi une progression stylistique. Clairement, et j'espère que ce n'est pas fini. Et, ou quelqu'un qui a un style très brut ou qui n'a pas forcément aussi ses outils stylistiques peut trouver aussi sa verve, sa façon de dire le monde. Toujours est-il qu'il faut travailler, il n'y a pas de mystère. Et un style, ça se travaille. Je crois que c'est une voie, c'est chercher sa propre voie. Comme je te disais, chercher l'homme ou la femme en soi, c'est aussi chercher sa voie. Et ça se dessine, je vois des similitudes en tout cas entre mes derniers récits, mes derniers romans. Comme tu dis, la prose poétique, je crois que c'est très présent. Il y a la nature, la montagne. Ça, c'est au niveau du contenu. Mais en tout cas, moi, je pense que mon style, il y a une continuité, mais il y a une évolution. Et j'aurais envie de dire que finalement, toute personne qui ressent cette nécessité-là peut trouver son style. C'est pas quelque chose qui est réservé aux érudits qui ont lu depuis leur 10 ans. Tu as cité le prix Goncourt, je ne me rappelle plus son nom. Bogart, La mémoire des hommes. Et c'est vrai qu'on le lit, on sent un style absolument incroyable. C'est un livre vraiment fantastique. Hein. Et là, on sent qu'en réalité, c'est ce que Lacan, je cite souvent ça, le style, c'est l'homme. Et chez l'écrivain, ça passe par cette capacité à être différent d'autrui. C'est-à-dire quand on ouvre un livre, à un moment donné, on sent que c'est tel ou tel. Oui, un style, moi je dis que c'est une voie, c'est son propre regard sur le monde, alors bien sûr qui est nourri d'autres regards, mais c'est sa propre vision. Alors déjà, avoir sa propre vision, c'est déjà quelque chose, et l'exprimer, c'est encore autre chose. Et justement, donc, dans cet entretien avec Augustin Trapenard, tout à l'heure, cet auteur sénégalais disait que son rêve, c'était d'écrire un jour un livre qui le soulagerait de tout ça, parce qu'il cherche vraiment. Il lui dit, mais en même temps, c'est un fantasme, j'y arriverai certainement pas. Mais c'est important d'avoir ce rêve, de chercher à embrasser le monde et à dire ma vision. Oui, il s'inscrit vraiment dans la langue française. Hein. Oui. Vraiment, on sent cette filiation qui est vraiment incroyable, alors que peut-être certains disent qu'il a obtenu ça parce qu'il était noir, etc. Ouais. Mais en réalité, quand on le lit, on sent une force dans la langue française, une espèce de capacité à avancer ses mots et que les siens. C'est une très belle plume et singulière, comme tu dis. Voilà. Bah oui, c'est ça, c'est singulière. Ouais.
Alors, avant de donner la je veux connaître la solution de cette devinette. Je vais faire un tout petit peu de publicité là. Il y a demain chez Paillossière la signature de ces gens-là, de Béatrice Riant, également chez Slatkin. Alors, MPCM, Pauline, merci pour ce moment.